Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance consacrée à la prospective pour regarder ensemble c'est quoi le bâtiment en 2030. Et donc pour ce faire, j'ai le plaisir d'introduire donc Jean-Christophe Bézier, qui est directeur de la prospective au CSTB et qui travaille également pour l'ADEME, puisque cette mission est une mission conjointe CSTB-ADEME, et Alban Gaspard, qui est chargé de prospective bâtiment à l'ADEME. Donc, ce travail de prospection à l'échéance 2030, voire 2050, est en fait est conduit par le CSTB ADEME en lien avec tout l'écosystème du bâtiment et de l'immobilier. Il est animé, enfin, les deux animateurs travaillent avec un comité de pilotage de 14 partenaires dans lesquels on retrouve toute la chaîne de valeur. Je peux citer les industriels, les syndicats professionnels, les aménageurs, les énergéticiens, les acteurs du logement social. Tous les sujets sont mis en débat et donc, sans tarder, je vous cède la parole pour cette présentation. Merci beaucoup. Alors, on va se partager avec Jean-Christophe la parole lors de cette intervention. C'est Jean-Christophe qui va passer la diapositive. En introduction, qu'est-ce que la prospective? Avant de parler du bâtiment en lui-même, il nous semblait important de vous prévenir que nous n'allions pas nous livrer aujourd'hui un exercice de boule de cristal, parce que l'avenir ne se prévoit pas. Néanmoins, la prospective, c'est cette discipline qui permet de mieux préparer l'avenir, c'est-à-dire de mieux imaginer le champ des possibles du futur pour pouvoir l'anticiper et pas le subir. Donc c'est bien ce travail-là qu'on est en train de faire sur le bâtiment, en coopération entre l'ADEME et le CSTB. Et donc du coup, les éléments qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est pas une vision du futur du bâtiment, c'est pas une prévision, c'est des éléments d'aide à la réflexion pour mieux anticiper l'avenir. Alors, c'est un travail qu'on pilote en coordination entre l'ADEME et le CSTB, mais on ne le fait pas tout seul. Comme le disait tout à l'heure notre animateur, on travaille avec un comité de prospective d'une quinzaine de personnes qui représentent des points de vue très variés sur la chaîne de valeur du bâtiment et de l'immobilier, et dont le rôle est de préparer les briques de réflexion qui vont ensuite aider l'intégralité des acteurs de la filière à réfléchir à ce que l'avenir peut être et à l'anticiper. On est également soutenu et on échange avec un cercle de partenaires avec lesquels, du coup, on présente les résultats, on échange et ça nous permet d'avancer aussi sur les analyses que l'on produit. L'objectif et le champ de ce travail, c'est bien le bâtiment en France à l'échelle 2050. Alors, on passe par 2030, on se projette un peu plus loin, on se dit que 30 ans, c'est une bonne échelle de temps pour réfléchir. Comment on a mené ce travail? Comment est-ce qu'on mène ce travail? Premièrement, il y a eu tout un travail qui a été fait dans la première partie de l'année 2020 pour identifier les facteurs clés qui vont avoir un impact sur l'avenir du bâtiment et de l'immobilier. Alors, ces facteurs clés, c'est quoi? C'est des facteurs, on va vous les présenter par la suite, qui vont impacter le bâtiment immobilier et dont l'évolution est incertaine. Et c'est-à-dire que la façon dont ces facteurs pourraient jouer dessine des avenirs extrêmement différents. Donc c'est un travail qui a été fait de janvier à juin 2020 et qui s'est enchaîné dans une phase qu'on est en train de clore, qui est l'analyse de chacun de ces facteurs clés. On va vous montrer tout à l'heure ce que ça veut dire que d'analyser des facteurs clés. Cette phase va se clore là en fin d'année. Et à partir de l'année prochaine, ce qu'on va faire avec ce matériau de base produit par le comité prospectif, c'est d'explorer des scénarios possibles à 2050 sur le bâtiment et l'immobilier. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans la présentation, c'est vous présenter, mais très rapidement, l'ensemble des 22 facteurs et puis faire un zoom sur 4 facteurs spécifiques pour que vous voyez un petit peu comment la mécanique fonctionne. L'idée, c'est pas de vous passer les 22 facteurs, sinon on vous retrouve ce soir à 17h, c'est plus de vous montrer comment les choses fonctionnent et puis aussi de vous donner un petit avant-goût de la façon dont la scénarisation peut se faire à partir de ces briques de base.
Alors, les 22 facteurs que nous avons identifiés avec le comité, ce sont des facteurs qui permettent de répondre à une question fondamentale qui est comment dans le futur va se faire l'adaptation entre une demande de bâtiment, des besoins, et puis une offre de bâtiment. Et ce, dans un contexte qui lui-même change. On est dans un contexte changeant. Vous voyez, les variables de contexte qu'on a identifiées, c'est la gouvernance politique, comment est-ce on s'organise collectivement pour prendre des décisions, c'est les grands enjeux de transition écologique, les politiques de transition environnementale, c'est le développement du numérique, et c'est tout un ensemble de risques systémiques, dont le changement climatique, dont les risques pandémiques, etc. Ce contexte-là, c'est un contexte qui va s'imposer aux acteurs du bâtiment, et qu'il va falloir prendre en compte. Et dans ce contexte, la question est de savoir comment la demande de bâtiments va s'exprimer, où est-ce qu'on aura besoin de bâtiments, combien de bâtiments on aura besoin, etc. Et comment est-ce que l'offre de bâtiments va pouvoir répondre à cette demande. Quelle va être l'organisation de la filière pour le faire, comment est-ce qu'on va s'organiser pour gérer l'obsolescence des bâtiments, quel type de services immobiliers vont se mettre en place. Et ce, également dans un contexte où la régulation, les politiques du logement, de l'urbanisme, les politiques techniques vont jouer un rôle dans cette rencontre entre offre et demande. Voilà très rapidement les 22 facteurs clés. Et puis, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire un zoom sur quelques-uns de ces facteurs, juste pour vous montrer un peu comment la mécanique prospective prend. Le premier facteur qu'on va regarder, c'est la démographie, et je passe la parole à Jean-Christophe. Alors, on va regarder 4 facteurs, 2 sur la demande, 2 sur l'offre, et après on les fera jouer ensemble dans un micro-scénario qu'on va regarder ensemble. Alors, sur la démographie, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de changements qui ont eu lieu ces dernières décennies. On a eu une croissance de la population qui a été régulière depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis on a eu une évolution des générations. Les classes d'âge qui étaient peu nombreuses d'avant 1945 sont progressivement remplacées par des classes d'âge plus nombreuses. Si vous regardez la période entre 1990 et 2020, la croissance principale, ça a été celle des 45-75 ans. Entre 1990 et 2020, l'augmentation de la population, ça a été 8,8 millions de personnes, soit en moyenne 302 000 personnes par an. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a eu une croissance régulière depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui est certain et qu'est-ce qui est incertain dans les 30 ans qui viennent devant nous? On a une première incertitude. Quand on regarde les projections que fait l'INSEE, elle fait des scénarios où elle montre qu'à 2050, on pourrait être 68,5 millions de personnes, mais aussi 80,3 millions de personnes. Ça veut dire qu'on peut avoir des hypothèses de croissance très faibles par rapport à aujourd'hui, intermédiaires ou fortes. Mais que l'idée que ça va continuer à croître comme ça l'a fait ces derniers temps, ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. À côté de ça, on a une tendance lourde, c'est qu'on a une espèce de piston. Ces générations qui ont cru en nombre, qui étaient des générations qui ont avaient entre 45 et 75 ans, ce qui va se passer dans les 32 prochaines années, c'est que les plus de 75 ans devraient passer de 6 millions à environ 12 millions d'habitants. Ce n'est pas une question d'augmentation de l'espérance de vie, c'est juste qu'on va remplacer des générations qui étaient peu nombreuses. Les gens qui ont 75 ans aujourd'hui sont nés juste jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale par des générations plus nombreuses. Et ça nous amène à un schéma où vous voyez en fait 3 hypothèses en verte. Et ces 3 hypothèses, elles ont quelque chose de commun, c'est que alors qu'on avait 6 millions de personnes de plus de 75 ans en 2050, on va passer à 12 millions de plus de 75 ans en 2050. C'est le vieillissement, c'est un point clé. Ensuite, en termes de population totale, on peut avoir une stabilisation de la population. En 2050, on serait le même nombre qu'aujourd'hui. Une croissance qui continuerait, mais qui serait sensiblement plus faible que celle qu'on a eue les 30 dernières années, ou une accélération de la croissance et un vieillissement.
Pour résumer, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la population française a cru régulièrement. Ceci a été un moteur puissant pour l'économie et la demande de logements. D'ici 2050, nous devrions assister à la fin du remplacement des classes creuses nées avant 1945 par des classes pleines. Ceci entraînerait le doublement des plus de 75 ans. La croissance de la population est en revanche très incertaine, une croissance qui reste soutenue, une croissance sensiblement plus faible, voire une stabilisation de la population peuvent être envisagées. Si on passe à une autre variable de demande, là on a vu combien est-ce qu'on allait être en 2050. La question d'après, c'est où est-ce qu'on va vivre en 2050. C'est la variable de la répartition des lieux de vie et des activités sur le territoire national. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ces derniers décennies? Alors, si on revient un peu en arrière, voilà, est-ce que tu peux revenir un petit peu en arrière sur la rétrospective? Voilà, super. Ce qu'on constate, c'est que la France, depuis le début du XXe siècle, s'est urbanisée. On est désormais dans un pays qui est largement urbain, et c'est donc maintenant le rapport à la ville qui définit la dynamique des territoires, entre des territoires périurbains, très urbains, ou des territoires plus délaissés sans lien à la ville. À partir de cette donnée d'urbanisation du territoire, le phénomène récent de ces dernières décennies, c'est le phénomène de métropolisation, c'est-à-dire un phénomène de concentration de l'activité économique au cœur de quelques grandes villes. Pour la France, ce phénomène, on peut le voir notamment dans le développement de l'Île-de-France, qui a connu un développement extrêmement spécifique avec une forte attractivité économique, touristique, et qui a parfaitement su s'adapter à la tertiarisation de l'économie. En revanche, des espaces qui sont non reliés à une métropole, que ce soit une métropole nationale ou une métropole régionale, se sont fragilisés. Ils ont perdu de la population. Et enfin, on a un troisième type d'espace qui, lui, a une dynamique très particulière. Ce sont les littoraux. Les littoraux, en fait, ils ont réussi à avoir une dynamique liée plus à une activité résidentielle, au fait que des gens allaient y vivre, et notamment des populations peut-être plus âgées, plus d'un dynamisme économique. Et puis, on a des germes sur ces dernières années qui peuvent laisser penser que l'organisation du territoire tel qu'on l'a connu ces dernières décennies pourrait évoluer. Le télétravail, les enjeux de lutte contre l'artificialisation des sols, etc., ce sont des choses qui sont des germes potentiellement d'une dynamique différente. Les deux grandes incertitudes qui ont été définies par le comité de prospective sur cette variable, la première, c'est quel sera le modèle de développement territorial de demain. Est-ce qu'on continuera à tout miser sur un petit nombre de territoires d'excellence ou est-ce qu'on fera fructifier les atouts locaux de chaque territoire? Et deuxième incertitude clé, est-ce qu'on va miser plutôt sur une coopération territoriale ou une concurrence entre territoires? Alors, vous commencez à voir comment la mécanique se met en place. Ces incertitudes, elles nous dessinent un champ des possibles si on les met sur une carte. Et donc, on a, première hypothèse, celui d'une concurrence territoriale et d'un modèle de développement qui reste concentré sur des territoires d'excellence, qui sera un peu une hypothèse tendancielle de renforcement des métropoles et de décrochage territorial du reste du territoire. Mais on peut imaginer autre chose. On peut imaginer des réseaux de villes, c'est-à-dire on concentre quand même sur certains territoires, mais de façon plus efficace entre chaque ville, où on peut aller jusqu'à un rééquilibrage territorial à partir du local si on décide de basculer sur un modèle de développement axé sur les atouts locaux. Pour résumer, les grands pôles urbains et leurs couronnes périurbaines ont récemment concentré la croissance de la population qui a été attirée par leur dynamisme économique, mais les territoires tirent parti aujourd'hui de ressources différentes, l'économie résidentielle sur les littoraux, la qualité de vie, la spécialisation industrielle, le tourisme, etc. Et du coup, demain, est-ce qu'on verra les métropoles régionales se renforcer au détriment d'autres territoires? Ou alors est-ce qu'on va se voir se tisser une nouvelle armature urbaine autour des métropoles ou un nouvel équilibre du territoire à partir de dynamiques locales? Bien, après vous avoir présenté deux variables qui portent plutôt sur la demande, combien on sera et où on vivra,
On va regarder maintenant deux variables sur l'offre. Sur l'offre, qui est en fait des acteurs de la construction, de la rénovation. Le premier sujet qu'on a choisi de vous présenter, c'est la gestion de l'obsolescence des bâtiments. En fait, la gestion de l'obsolescence des bâtiments, c'est l'idée de comment fait-on quand on a des besoins qui changent pour adapter les bâtiments à ces besoins qui changent. Alors, ces dernières décennies, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une obsolescence géographique du rural liée à l'urbanisation, puis plus récemment, la désaffection de certains centres-villes pour le périurbain. On a donc des lieux où on avait l'habitude de vivre et qui ont été un peu délaissés. Deuxième facteur d'obsolescence, l'évolution des activités économiques. La baisse de l'industrie, le développement du tertiaire, puis l'évolution des besoins tertiaires liés au développement du numérique amène à un changement des besoins. Finalement, beaucoup de locaux industriels n'étaient plus utiles. Et puis, on a eu un développement des bâtiments de bureaux et dans les bâtiments de bureaux, la manière de les structurer a bougé. On a eu une évolution des normes d'hygiène dans les logements. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le premier gros changement, ça a été le développement des WC, des salles de bain, du chauffage. Et ça s'est développé jusqu'à la fin des années 90. Aujourd'hui, il a donc fallu transformer tous les bâtiments pour amener ça, puisque après-guerre, vous n'aviez que 20% des logements qui avaient ces trois éléments de confort. Aujourd'hui, on a une montée des préoccupations environnementales, ce qui fait qu'on commence à penser que les passoires thermiques vont devenir des bâtiments obsolètes, dont la valeur peut baisser. On a une population qui vieillit et une prise en compte croissance des handicaps, ce qui fait qu'on va avoir on a des besoins d'adaptation de nos bâtiments à des gens qui sont moins jeunes, moins habiles. Et puis, on a un risque d'obsolescence important lié au réchauffement climatique, que ce soit par exemple des bâtiments qui se retrouvaient dans des zones inondables ou des bâtiments qui vont devoir accueillir des gens alors que la température va s'élever et qui pourraient devenir fortement inconfortables. Alors, là-dessus, on a deux incertitudes. Quelle sera l'ampleur et la vitesse de l'obsolescence? À la fois technique, fonctionnelle, si vous pensez par exemple sur le bâtiment de bureau, le développement du télétravail va peut-être amener à ce que certains bâtiments de bureau deviennent complètement obsolètes puisqu'on aura peut-être moins besoin de bâtiments de bureau ou de bâtiments de bureau structurés différemment. Climatique, lié au vieillissement, lié au numérique, lié au sanitaire. Et quel sera le rythme d'adaptation aux différents facteurs d'obsolescence? Et la deuxième question, c'est quels seront les intérêts respectifs des approches de construction neuve sur terrain vierge, de destruction-reconstruction et de restructuration-rénovation. Quand vous prenez ces deux incertitudes et que vous les placez sur la carte, vous voyez que c'est notre outil de travail. On voit que si on regarde un axe sur lequel on a en bas une obsolescence lente, en haut une obsolescence rapide, et puis à gauche, une gestion par la démolition ou la vacance, et à droite, une gestion par la rénovation, ça nous amène à trois cases. La première case, c'est un cas de rénovation lente. C'est en gros ce qu'on a aujourd'hui. L'intégration des nouvelles demandes se fait lentement. Les modèles économiques du neuf et de la rénovation fait qu'on n'a pas forcément intérêt à rénover ou ça s'équilibre entre neuf et rénovation. Et donc, on va avoir une rénovation du marché lente. La deuxième case, c'est l'idée d'une massification de la rénovation. On en parle beaucoup aujourd'hui autour des sujets de changement climatique, en disant si on veut répondre à ces sujets d'obsolescence rapide, il va falloir massifier la rénovation. Ça pourrait se passer si on a une perte de valeur forte et rapide liée à l'obsolescence et qu'on trouve des acteurs et des modèles qui permettent de massifier. Et puis la troisième hypothèse, c'est une accélération de la destruction-reconstruction. On va dire peut-être qu'il y a des bâtiments qui sont plus adaptés à l'époque
on va les détruire et reconstruire à côté. Vous voyez, 3 hypothèses assez différentes. On peut dire que gérer l'obsolescence des bâtiments, cela veut dire être capable de les adapter à l'évolution des demandes, des modes de vie ou à l'évolution des contraintes extérieures, telles que le changement climatique. On peut décider d'accepter cette obsolescence, accepter des bâtiments vacants ou décider leur démolition, leur rénovation et leur restructuration. Alors, on va s'intéresser maintenant à une deuxième variable de l'offre des acteurs du bâtiment, c'est l'organisation de la filière construction-rénovation. Si on regarde en rétrospective ce qui s'est passé sur ces dernières décennies, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a eu une multiplication d'acteurs, de sous-traitants dans cette filière et une diminution du rôle de coordinateur de la maîtrise d'œuvre. En parallèle, on a constaté une évolution plutôt basse de la productivité du secteur, que ce soit une productivité en termes de prix ou de qualité, surtout comparée à d'autres secteurs industriels qui, eux, ont eu des évolutions de productivité bien plus importantes sur la même période. Une entrée aussi des produits industriels. On voit se développer des produits industriels de plus en plus sophistiqués et donc leur part de marché dans la valeur des projets augmente. Donc une situation où on a des enjeux d'organisation pour répondre ou pas à des enjeux de productivité. Là-dessus vient se greffer sur ces dernières années une augmentation des exigences sur l'ouvrage en matière d'environnement, de confort, de santé, etc. On a une augmentation des exigences vis-à-vis des bâtiments, ce qui se traduit en exigence plutôt vers une exigence de résultat qu'une exigence de moyens, et ce qui appelle du coup potentiellement des recompositions dans l'organisation des acteurs pour répondre à ces exigences de résultats. Une des manières dont la filière a répondu ou répond à ces exigences de coordination, c'est via le développement du BIM qui potentiellement pourrait contribuer à une meilleure coordination. Mais c'est aussi via le développement du hors-site sur certains secteurs où finalement on a un acteur qui est plutôt l'acteur industriel qui va prendre sur lui cette fonction de coordination en retirant le travail sur le chantier pour le faire plutôt dans l'usine. Et cette industrialisation, elle peut se faire soit en France, soit en faisant venir des modules fabriqués à l'étranger. Quelles sont les 2 grandes incertitudes qu'on a identifiées avec les membres du comité sur cette variable-là? La première incertitude, elle a trait à l'évolution de la productivité, à la fois en termes de qualité et de prix, du secteur de la construction. Est-ce qu'elle va continuer à évoluer de façon très basse, comme elle l'a fait ces dernières années, ou est-ce qu'elle va augmenter fortement? Première incertitude. Deuxième incertitude, comment atteindre des meilleurs gains de productivité? Est-ce que ça va et qui vont être les acteurs qui vont driver ces gains de productivité s'ils arrivent? Est-ce que ça va être une répartition sur l'ensemble des acteurs sans qu'il y ait la prise de pouvoir par un acteur en particulier et la captation de la valeur ajoutée associée par un acteur? Ou est-ce qu'on va assister à un transfert de la plus-value du chantier vers l'usine? Donc là, vous commencez bien à voir comment fonctionne la dynamique de construction des hypothèses et des champs des possibles. Si on cartographie ces 2 incertitudes, on a d'un côté une hypothèse avec une productivité plutôt stagnante, et puis de l'autre, des gains importants de productivité. Et ces gains de productivité pourraient se faire soit par une augmentation du rôle de coordination sur les projets, avec un pouvoir au coordinateur, soit par une augmentation, une amélioration de la coordination collective. Donc, on n'aurait pas un acteur qui prendrait le lead, mais ce serait chaque acteur qui contribuerait à cette meilleure coordination, soit par la captation de cette coordination et de la valeur ajoutée associée par les industriels, donc un phénomène d'industrialisation de la filière. Pour résumer, la filière construction-rénovation, elle comprend un grand nombre d'acteurs qui interagissent, et donc l'enjeu, c'est la nature de cette interaction. Elle souffre d'un manque de productivité lié notamment à des difficultés de coordination entre acteurs qui cherchent tous à augmenter leur part de valeur ajoutée.
Est-ce que dans le futur, elle va réussir à améliorer sa productivité? Et si c'est le cas, est-ce qu'elle le fera via une amélioration collective de son fonctionnement, par la montée en puissance d'acteurs spécifiques assurant la coordination, ou via une industrialisation qui conduirait à transférer une part du chantier vers l'usine et éventuellement à la transférer à l'étranger? Alors, on vient de vous présenter 4 variables. Vous avez compris que dans notre démarche générale, il n'y en a pas 4, il y en a 22. Mais on va vous proposer maintenant de devenir des petits scénarisateurs un peu rapides pour comprendre comment on fonctionne. Sur ce schéma, vous voyez apparaître les 4 variables qu'on vient de traiter et pour chacune, 3 ou 4 hypothèses. Alors, imaginez que vous preniez une heure, que vous choisissiez pour chacune des 4 variables une hypothèse et que vous essayiez d'imaginer l'avenir que cela dessine en racontant une histoire. Et qu'ensuite, vous donniez un titre à cette histoire. Vous auriez exploré un petit morceau de futur en partant de 4 hypothèses. Alors, comme le temps nous est compté sur le Build & Connect, on a fait ce travail et on l'a fait avec notre groupe de prospective et on a fait sortir une quinzaine de scénarios différents, mais je vous en présente deux. 2 scénarios très, très variés. Un premier, c'est une dynamique que j'ai appelée dynamique technologique et démographique. Nous sommes dans une société qui est en train de vieillir, on le sait, mais dans laquelle la démographie est assez dynamique. On a une accélération de la croissance parce que les gens ont envie de faire des enfants, mais aussi parce que le pays attire du fait de son dynamisme et que donc il y a des gens qui y viennent. Cette dynamique, elle est liée au renforcement des métropoles et à un décrochage territorial, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de loger plus de gens, de faire travailler plus de gens, et plutôt dans les métropoles. Vous voyez qu'à ce moment-là, on va avoir besoin de beaucoup plus de bâtiments dans ces lieux-là. Pour la gestion de l'obsolescence, pour l'organisation des filières construction-rénovation, en fait, imaginons qu'on a résolu les problèmes de productivité via une industrialisation qui permet de construire vite, bien, à moindre coût et avec moins de dommages, moins de bruit, etc. en ville. À ce moment-là, on pourrait imaginer que la gestion de l'obsolescence des bâtiments se fasse par une accélération de la déconstruction, reconstruction. On va démolir et on va reconstruire des choses qui vont être peut-être plus denses, plus hautes. Voilà un scénario. Prenons-en un autre qui soit très différent. Nous sommes toujours dans une population qui vieillit, mais la démographie est plus stable. On fait moins d'enfants, le pays attire moins, et on a une démarche qui vise plus à se répartir sur le territoire. On a vu les bienfaits d'une démarche partant du local, et on a donc une dynamique qui se fait plutôt sur les territoires. Dans ces territoires, le besoin, il y a plein de bâtiments qui sont là et qu'on pourrait utiliser et rénover. Et donc, on a une dynamique qui consiste plutôt à massifier cette rénovation. Et la manière dont se fait cette rénovation, c'est qu'on a en fait des coordinateurs de la rénovation qui se sont mis en place pour saisir ces marchés de massification de la rénovation. Ces coordinateurs pourraient être par exemple des coopératives d'artisans. Vous voyez apparaître là 2 schémas qui sont très différents. Alors, ce que Alban vous a dit, c'est qu'on était en train de finir l'analyse de chacun des facteurs clés. Ce qu'on va commencer maintenant, c'est l'exploration des scénarios possibles, et pas juste avec 4 facteurs, mais avec 22. Si vous avez envie de rentrer dans les détails de ce qu'on fait, et éventuellement de participer à un travail de scénarisation collective,
c'est tout simple. Inscrivez-vous à l'adresse qui est là, vous pouvez la noter et puis elle sera disponible en ligne après. On se lance on veut que ce travail soit collectif et on va le mener dans les 6 mois qui viennent avec une présentation des résultats globaux d'ici le mois de juin. Merci à vous. Et on va passer aux questions. Merci beaucoup. Bah, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Ça donne envie, en tout cas. C'était vraiment, à partir de ces 4 exemples, on comprend bien votre méthode et ça donne vraiment envie d'en savoir plus et de contribuer. Alors, moi, j'ai quelques questions. Alors, il y en a une qui est un peu longue. Je vais la lire parce que. Donc, comment justement avoir une vision sur ces enjeux importants? Par exemple, la massification de la population en métropole pose un certain nombre de problèmes, urbanisation, prix de l'immobilier qui oblige une partie de la population à s'éloigner des lieux de travail et donc augmentation des déplacements. Ne faudrait-il pas reconstruire une richesse locale permettant à chacun de vivre proche de son lieu d'habitation, ramener les commerces, bureaux, activités là où sont aujourd'hui du résidentiel? Voilà, ça, c'est la première question qui vous a été posée. Écoutez, si on prend cette première question, on voit bien que c'est une hypothèse qui consisterait à se dire, finalement, plutôt que d'aller vers la métropolisation, utilisons mieux le territoire, alors que ce soit à partir d'un certain nombre de villes, d'un réseau de villes, ou en partant complètement du local. C'est une hypothèse intéressante. Mais vous voyez, dans le travail de prospective, on ne va pas décrire ce qui est souhaitable, mais ce qu'on va décrire, c'est comment des choses sont compatibles entre elles. Quand vous partez sur une approche de centralisation sur la métropole, vous allez voir qu'il y a des choses ça semble mieux si on est dans ce schéma-là, alors que si vous allez sur du local, il y a des choses qui ont plus de sens ensemble. Ce qu'on veut faire dans ce travail de prospective, ce n'est pas de dire « ça, c'est mieux que ça », mais regardez comment, en partant de 1, 2, 3 facteurs, vous dites on va faire des choses sur le local, qu'est-ce que ça peut entraîner par rapport aux autres facteurs? Par exemple, sur le coût de l'immobilier, où on a des variables qui ont trait à ce sujet-là. Je pense qu'effectivement, peut-être pour compléter un point important, c'est vraiment dans le travail, dans les briques qu'on va vous proposer, vous pourrez construire des scénarios, partir d'un scénario effectivement qui soit un rééquilibrage territorial, et puis balayer l'ensemble des variables. Et se dire, ça veut dire quoi un scénario de rééquilibrage territorial sur les services immobiliers? Ça veut dire quoi sur l'organisation de la filière? Ça veut dire quoi sur le financement de l'immobilier, etc., etc., pour que vous vous assuriez que, généralement, quand on projette le futur, on projette certaines variables, mais on ne projette pas quelque chose de complet. Et c'est justement dans ces points qui manquent que se cachent les détails d'incohérences potentielles. Donc, réussir à faire un scénario complètement cohérent, ça va être un des enjeux de la période. Alors, je complique un peu le jeu. Là, j'ai une autre question. C'est qu'en fait, comment allez-vous mesurer et piloter l'évolution des critères dans le temps? C'est-à-dire que c'est la vision dynamique. Est-ce que, en fait, il va se passer des choses? Vous prenez des hypothèses, elles vont bouger dans le temps. Et comment vous allez valider ou invalider vos scénarios, vos scénarios multicritères? C'est juste pour le plaisir de compliquer un peu. Mais c'est pas moi. Alors, sur les variables, on a défini avec les membres du comité des indicateurs qui permettent d'en suivre, déjà de faire la rétrospective en termes de suivi, et puis de se dire, si on le projette à 2050, cet indicateur, ça pourrait vouloir dire quoi? Par exemple, si on a une des variables qui est le rapport à la propriété, on a à l'heure actuelle près de 60% des ménages français qui sont propriétaires de leur logement. On a fait des hypothèses d'évolution assez drastiques de rapport à la propriété, et donc on peut projeter des indicateurs, se dire si jamais demain on n'avait plus que 30% des ménages français qui étaient propriétaires de leur logement, une de nos hypothèses, elle pourrait amener vers ça. Et donc le fait de le traduire en indicateur, ça pourrait permettre de suivre les scénarios. Maintenant, comme on disait au début, on n'est pas sur un travail de prévision où le jeu consiste à essayer de voir dans quel scénario on est. On est sur un travail qui cherche à ouvrir au maximum le champ des possibles. On va faire des scénarios qui vont être très contrastés. Et l'idée, c'est que chacun puisse y retrouver à la fois celui qu'il projette
le futur qu'ils projettent, mais aussi les futurs qu'ils ne projettent pas. Et limite, notre travail est le plus intéressant d'aller regarder les futurs que vous ne projetiez pas, parce qu'ils sont aussi réalistes et aussi probables que celui que vous projetiez. Et l'idée, c'est bien d'anticiper le fait que le futur puisse être très différent. Alors justement, ça pose une autre question, là, c'est qu'au final, avec 22 facteurs, ça va faire enfin, ça donne un peu le vertige à l'internaute, mais donc l'étendue des scénarios est forcément très large. Donc comment vous allez faire le tri pour que ça reste lisible, quoi, si j'interprète un peu la question. En gros, quand vous faites le compte, il y a plusieurs milliards de scénarios possibles quand vous faites la combinatoire. Donc, il y a besoin de trouver un système d'entonnoir entre ces plusieurs milliards et comment on va y arriver. On est en train de travailler sur ce sujet-là. Il y a deux approches. Il y a une approche qui consiste à prendre les variables par paquet, par exemple les variables d'offre d'un côté, les variables de demande de l'autre, les variables économiques, et puis de voir comment elles peuvent interagir entre elles. Et puis on fait un système un peu de réduction qui va amener à la fin à faire émerger quelques scénarios contrastés qui prennent en compte les différents thèmes. Là, vous voyez, c'est un peu un entonnoir. Et puis, il y a une autre approche qui consiste à partir de graines d'imaginaire de gens qui sont dans le comité de prospective ou de gens qui participeront avec les scénarios avec nous, de les faire imaginer à partir de ces 22 variables et puis de voir comment ça s'agglomère, comment on a peut-être différents imaginaires qui doivent être contrastés, qui peuvent s'exprimer et qui peuvent amener à des visions contrastées du futur. L'intérêt, c'est de bien s'imaginer qu'il y a différents futurs possibles et c'est dans ce travail d'imagination et de jeu avec ces variables que finalement on enrichit sa manière de regarder le futur. Puisque, comme on l'a dit au début, l'enjeu de la prospective, ce n'est pas de prévoir le futur, mais c'est de s'y préparer en comprenant bien comment des choses peuvent interagir les unes avec les autres. Non, c'est très clair. Par contre, malgré cette prévention, cette précaution oratoire, je pose quand même la question suivante, parce qu'on a parlé de hors-site. Donc la question, c'est la filière de construction traditionnelle sur chantier ne risque-t-elle pas de voir apparaître de nouveaux acteurs disruptant les modèles classiques et un fort taux de préfabrication, par exemple? Question, je ne sais pas comment ça rentre dans votre, si vous pouvez y répondre ou si, mais voilà, c'est une question qui nous est posée suite à la présentation qu'avait fait Alban tout à l'heure sur leur site. C'est évident. Il y a une hypothèse sur l'organisation de la filière, c'est une industrialisation. Simplement, ça vaut le coup. Et donc, cette hypothèse-là, tout le monde l'a en tête, elle existe bien. Simplement, ça vaut le coup d'aller la confronter à d'autres hypothèses. Imaginons que vous ayez des hypothèses qui nous conduisent à faire beaucoup de constructions neuves, typiquement parce qu'on est plus nombreux et qu'on se met plutôt tous au même endroit. À ce moment-là, ça peut être un facteur favorisant de l'industrialisation de constructions neuves complètes. Si en revanche, vous êtes sur des scénarios où la démographie est plus plate et où on est plus réparti sur le territoire, là, probablement, même s'il y a l'industrialisation, ce ne sera pas la même. Et c'est là que l'analyse des 22 variables est intéressante, c'est de se dire, si je crois à ça, parmi nos partenaires, il y a un partenaire qui est l'Association des constructions industrielles et modulaires, donc ils y croient. C'est de pouvoir, de leur place, se dire, mais qu'est-ce que les autres variables peuvent dire pour moi? Ok, merci pour ça. Donc, on est arrivé au temps. J'ai juste une petite question très pratique. On a bien compris qu'il y aurait un rendu en juin, mais il y a des gens qui sont impatients. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut déjà voir déjà maintenant? Est-ce que cette étude prospective est disponible à la consultation? Est-ce qu'on peut suivre vos travaux en direct, entre guillemets, sans attendre le mois de juin? Alors, sur l'adresse qu'on a donnée, vous avez déjà quelques liens. Et ensuite, si vous vous inscrivez, on vous enverra une invitation pour une présentation plus longue, qui sera en 2 heures, le 13 janvier après-midi. Ok,
Bah, écoutez, vous pouvez compter sur Build and Connect pour relayer, puisque comme on a dit, cet événement va s'installer dans la durabilité. Donc, on relaiera avec grand plaisir votre présentation du mois de janvier. Donc, on a dit le 13 janvier, c'est ça, Jean-Christophe? Après-midi, c'est ça. 13 janvier après-midi. Ok, bah, écoutez, merci beaucoup à vous deux. C'était super intéressant. Ça rentrait super bien dans notre projet aussi Build and Connect. On est en plein dedans. Donc, merci beaucoup. Et puis, bonne suite à tout le monde. Bon après-midi. Et rendez-vous pour la suite tout de suite. Merci. Merci Jean-Luc. Bonne conférence. Merci.